Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire. Je suis Jérémy Louis, chargé de mission à la Fédération des centres sociaux, embauché sur la démarche du buffet des idées. Et ce soir, c'est la deuxième table ronde du buffet des idées. J'animerai cette heure et demie avec vous, avec Isabelle Fouché, déléguée à la Fédération des centres sociaux. Alors, avant toute chose, petit rappel technique pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Un petit conseil qu'on vous donne à toutes et à tous, vous mettre en affichage intervenant. C'est la petite icône en haut à droite de votre fenêtre où vous verrez un onglet affichage. On vous propose de cliquer dessus et de cliquer sur affichage intervenant afin de voir les personnes qui interviennent à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu de ce soir? Donc, nous sommes aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dans un webinaire. Il s'agit d'un séminaire en ligne où nous vous proposons d'écouter deux intervenants sur le thème des inégalités et de la justice sociale. Comment va se dérouler ce séminaire? Eh bien, après l'intervention des deux invités, qui durera environ 20 minutes chacun, nous aurons un temps de questions du public et les intervenants seront amenés à y répondre dans une deuxième partie, dans un format de discussion plus ouverte. Concrètement, comment ça marche? Dès à présent et pendant les interventions de chacun de nos deux intervenants, vous pouvez envoyer vos questions et vos remarques dans l'onglet Q et R qui s'affiche tout en bas de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et proposer vos questions et vos remarques durant toute la durée de leurs interventions. Je serai en charge de les lire, de les compiler et de proposer à la fin des interventions de nos deux intervenants un petit résumé de ces questions pour qu'ils puissent y répondre. Et Isabelle les reprendra pour leur poser ces questions-là. Donc, ce sera pour cette deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à remplir ce formulaire pendant les interventions de toutes les questions et de toutes les remarques qui vous passent par la tête. Alors, qu'est-ce que c'est que ce buffet des idées? Je voudrais faire un petit rappel un peu général d'où est-ce qu'on se situe aujourd'hui. Donc, le buffet des idées, c'est l'étape de musculation citoyenne de la démarche congrès initiée par la Fédération des centres sociaux. Il y a deux thèmes centraux sur lesquels on voulait réfléchir collectivement dans le but de préparer le nouveau projet fédéral de la Fédération des centres sociaux et de préparer le prochain congrès. Il s'agissait de la démocratie et de la justice sociale. Normalement, nous aurions dû nous retrouver à Pau en novembre dernier pour échanger pendant 3 jours sur ces questions-là. Mais, comme vous le savez, au vu du contexte sanitaire, les rendez-vous en présentiel ont été annulés. Nous avons décidé de changer de format, mais pas d'ambition. Nous organisons depuis début janvier des cycles de travail, 4 cycles au total, d'une durée de 5 semaines chacun, avec plein d'éléments. Donc les webinaires, comme celui auquel vous allez assister ce soir, mais aussi des ateliers ou des ressources que nous vous proposons en ligne. Durant le cycle 1, qui vient de se terminer en mi-février, on a pu discuter du rôle des centres sociaux vis-à-vis de la démocratie. Nous avons eu pour cela un premier webinaire de présentation, un podcast que nous avons démarré, mais également un moment d'autofocus où nous avons réfléchi sur le rôle des centres sociaux vis-à-vis de la démocratie et un moment de créa-congrès où nous avons expérimenté des nouvelles méthodes pour agir en démocratie. Aujourd'hui, on démarre le cycle 2. Le cycle 2, on a décidé de le porter sur le deuxième thème central de la démarche congrès, qui est le thème de la justice sociale. Donc, on démarre aujourd'hui autour des liens qui existent entre inégalité et justice sociale. Et nous approfondirons par la suite avec notamment le deuxième épisode du podcast qui reviendra plus spécifiquement sur la question de la lutte contre les discriminations, mais également des ateliers d'autofocus où on abordera la manière dont les centres sociaux agissent en faveur de plus de justice sociale. Je voulais terminer par remercier nos collègues qui travaillent avec nous ce soir, Anouk qui est avec moi à la technique et Leslie et Sarah qui prennent des notes pour pouvoir vous proposer au plus vite un résumé et une synthèse de la discussion de ce soir. Je vais maintenant laisser la parole à Isabelle pour présenter les intervenants et pour démarrer notre discussion. Hop. Merci Jérémy, c'est bon, vous m'entendez cette fois. Oui, alors on a le plaisir d'accueillir donc nos deux intervenants ce soir. Anne Brunner, d'abord, vous êtes directrice d'études à l'Observatoire des inégalités. L'Observatoire, c'est un organisme qui est indépendant et qui fait des états des lieux chiffrés des inégalités en France et dans le monde et qui a pour objectif aussi d'apporter des éléments d'analyse sur ces inégalités. Vous-même, vous avez co-dirigé des récentes éditions du rapport sur les inégalités en
France, mais aussi des récents rapports sur les riches en France, sur la pauvreté en France. Voilà, et donc merci beaucoup à vous d'être avec nous ce soir. Merci pour votre invitation et votre accueil. Et François Dubé, vous êtes sociologue. Vous avez travaillé sur beaucoup de sujets, notamment la situation des jeunes, le déclin des institutions, le système éducatif français, l'expérience des inégalités au travail, et puis beaucoup sur la question de la justice sociale, des inégalités et des discriminations. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, et je voudrais en citer 3 sur le sujet qui nous réunit ce soir. Les places et les chances, que vous avez publié en 2010. Inégalité et justice sociale, que vous avez dirigé en 2014, et un ouvrage de 2016 qui s'intitule Ce qui nous unit, discrimination, égalité et reconnaissance. Voilà, merci à vous aussi de notre présence avec nous ce soir. On va tout de suite démarrer avec vous, Anne Brunner. On vous a demandé en préparant ce webinaire s'il était possible de dresser un panorama des inégalités aujourd'hui en France en 20 minutes. Alors, vous nous avez répondu que ce n'était pas évident parce qu'en effet, on peut identifier plusieurs champs quand on s'intéresse à la question des inégalités. Pour en citer 5, on peut regarder le revenu, on peut regarder les inégalités par rapport au type de travail et d'emploi, on peut regarder le patrimoine, on peut regarder l'éducation, ou encore regarder les modes de vie, les lieux et les modes de vie. Et donc, on ne pourra pas aborder tous ces sujets-là ce soir. On a choisi ensemble de s'intéresser plus particulièrement à 2 sujets, que sont les inégalités de revenus et les inégalités en matière d'éducation. Ceci dit, pour tous les autres sujets, vous pouvez quand même, vous participants, poser des questions à Anne Brunner dans l'onglet questions-réponses, parce que Anne peut aussi répondre à des questions ou des commentaires sur les autres domaines dans lesquels il existe des inégalités. Voilà, et puis sinon, on peut bien sûr se référer au rapport dont je parlais pour se faire une idée. Et je vais vous envoyer dans la barre de discussion à tous les participants des liens vers des synthèses en fait, qui existent du rapport sur la pauvreté et du dernier rapport sur les inégalités. Voilà, donc je vous laisse la parole pour une 20aine de minutes. D'accord, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez le diaporama par lequel je voudrais vous présenter quelques Oui. graphiques au cours de mon explication? D'accord. Ça fonctionne. Bien, merci beaucoup. En effet, quand on s'est demandé comment finalement hiérarchiser les inégalités, de quoi on parle quand on veut être très synthétique, et bien derrière cette question, il y a déjà une question de justice sociale et de valeur, et une part donc de choix politiques et subjectifs qu'il va falloir que j'assume et avec lesquels je fais aussi des impasses, en effet. Il y a une deuxième petite précaution que je voudrais prendre avant de démarrer, c'est d'être tout à fait honnête avec vous. Vous vous posez peut-être la question de l'effet de la crise liée à la pandémie de coronavirus sur les inégalités. On se la pose beaucoup aussi. Les chiffres sur lesquels je vais essayer d'appuyer mes propos ce soir, pour la plupart, s'arrêtent avant la crise. Que ce soit en termes de revenus ou d'éducation, il faudra attendre de longs mois avant de pouvoir mesurer les effets de ce qui se produit en ce moment sur ces inégalités. Alors, ça n'empêche pas, pendant le temps de discussion, hein, que je puisse partager avec vous, si vous souhaitez, nos éléments d'analyse, mais pour le moment, on a très très peu de données chiffrées pour étayer notre point de vue sur ce qui est en train de se passer. Voilà. Anne, oui. Anne, excusez-moi, on me signale que votre son est un peu faible, alors je ne sais pas si vous pouvez éventuellement parler juste un tout petit peu plus près de votre micro. Bien sûr, je peux essayer. Est-ce que c'est mieux comme ça? Merci. D'accord. Je vais démarrer par quelques éléments positifs. J'ai choisi de vous présenter quelques indicateurs d'inégalité en termes de revenus ou d'éducation qui montrent que dans notre société, il y a des choses qui vont mieux et que l'État social français joue un rôle très important pour contenir l'ampleur des inégalités. Tout d'abord, le niveau de vie des classes moyennes, il a progressé
depuis plusieurs décennies. Il est aujourd'hui au double de ce qu'il était en 1970, même une fois qu'on retire l'effet de l'inflation, hein, l'augmentation des prix. Ce qui veut dire que le seuil de pauvreté constitue à la moitié du niveau de vie des classes moyennes, eh bien, il est aujourd'hui au même niveau que les moyens de 1970. Quand on est pauvre aujourd'hui, finalement, on gagne, alors c'est un petit peu théorique comme calcul de l'INSEE, mais autant que ce que gagnaient les moyens de 1970. Un autre élément également qui concerne la pauvreté en France, eh bien, notre pays est l'un des pays d'Europe qui réussit le mieux à contenir la pauvreté au sein de la population. Il y a, selon les données d'Eurostat, là, qui permettent des comparaisons européennes, 7% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 885 euros par mois, après le versement des prestations sociales. Mais ce chiffre, il faut garder en tête qu'il est plutôt inférieur à la moyenne européenne et qu'au sein de l'Europe, finalement, il n'y a qu'un grand pays qui fait mieux que nous, c'est la Finlande. Et puis, en matière d'éducation, j'ai souhaité vous montrer que l'accès à l'enseignement secondaire et au supérieur, c'était largement démocratisé et que ça se traduit en particulier par une mesure de l'échec scolaire, hein, de la sortie trop précoce du décrochage scolaire qui diminue très fortement au cours du temps. Aujourd'hui, il y a 10% à peu près des 18-24 ans, il y en a un petit peu moins, qui sortent du système scolaire avec un niveau de diplôme très faible, pas du tout de diplôme, ou un niveau brevet au mieux en poche. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1979, eh bien, c'était près de 40%, 4 fois plus, qui étaient dans ce cas. Alors j'aurais pu vous parler aussi de la situation des femmes dans la société, du mal logement, d'un certain nombre d'autres sujets sur lesquels ce qu'on note, c'est une amélioration de la situation. Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous devez commencer à vous demander, c'est bizarre cet observatoire des inégalités qui commence par dire ce qui va bien, où est-ce qu'elle veut en venir. Je le fais parce qu'il nous semble important de souligner à la fois ce qui évolue en mieux et en moins bien, pour éviter un travers que pourrait avoir une critique sociale toujours à charge et qui, selon nous, présente plusieurs risques de retour en boomerang. Ces risques, c'est d'abord de s'entendre dire finalement, comme on a entendu dans la bouche du président il n'y a pas si longtemps, on dépense un pognon de dingue et ça ne sert à rien. Donc, il nous semble important de souligner les effets de notre système social pour pouvoir le préserver. Deuxième élément, si tout va de plus en plus mal dans tous les domaines et partout, eh bien, on finit par risquer un certain fatalisme. À quoi bon lutter si ça va toujours de plus en plus mal? Et puis, troisième élément, de façon plus individuelle, et en particulier quand on intervient, comme vous, auprès de jeunes, par exemple, ou quand c'est notre cas, on est très vigilant à montrer aussi que tout ne va pas toujours plus mal pour qu'on n'en finisse pas finalement par accepter la place qui nous est assignée, intérioriser ces inégalités au risque de faire taire les revendications. Est-ce que de quel droit je me plaindrais quand il y a tant de victimes d'inégalités autour de moi? Voilà un petit peu pourquoi j'ai commencé par ces éléments. Maintenant, si je veux parler d'inégalités de revenus un peu plus en détail, il faut que je sois claire, hein. Elles ont augmenté sur les dernières décennies de façon tout à fait notable. Si je commence par regarder maintenant ce qui s'est passé pour les plus riches. C'est ce que montre ce graphique. En particulier, je vais m'attacher à la courbe orange qui représente le niveau de vie moyen des 10% les plus riches. Alors nous, on préférerait parler du seuil de richesse, hein, on le fixe à 3 500 €, mais l'INSEE, pour le moment, nous propose juste un 10% des plus riches à 3 300 € par mois après les impôts pour une personne seule. Alors là, c'est juste le seuil, hein, évidemment. On peut monter beaucoup plus haut. Si on pense aux grands patrons, aux footballeurs, ça monte beaucoup plus haut. En moyenne, c'est à peu près 8 000 € par mois après impôt. Eh bien, ce niveau de vie, si on regarde les 20 dernières années, il a augmenté
pour chaque année, enfin sur une année, il a augmenté même inflation déduite très nettement pour les plus riches. Ça veut dire que les plus riches se sont enrichis, qui gagnent de plus en plus. Et en l'espèce, ils gagnent 10 000 euros de plus aujourd'hui par an qu'il y a 20 ans. J'aurais pu vous montrer la même courbe, je ne l'ai pas fait pour être assez courte, mais sur les patrimoines. Même chose, en 20 ans, le patrimoine des 10% les plus fortunés a progressé de façon très notable. Il était de l'ordre de 550 000 euros il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 1,3 million en moyenne. Donc, vous voyez, la progression, elle est notable. Et c'est, même si on ne s'étend pas sur des patrimoines, un point à garder de vigilance. Les inégalités en termes de patrimoine, elles sont très importantes et elles jouent un rôle dans la reproduction de génération en génération des inégalités dans un pays où l'héritage est très peu taxé. Voilà pour ce qui est des plus riches, pour qui ça va bien, merci. Alors, si je regarde maintenant les moyens, tout à l'heure, je vous disais, le niveau de vie médian a progressé au fil du temps, mais si j'avais tiré cette barre bleue ou si je m'étais intéressée uniquement aux 10 dernières années depuis 2010, 2018, eh bien, en fait, on constate une rupture de cette tendance historique. Et pour les classes moyennes, une nouvelle période de stagnation de leur niveau de vie. Et ça, c'est tout à fait nouveau pour ces classes moyennes. Ça peut générer, pour une partie d'entre elles, non pas disparition des classes moyennes, ce n'est pas ce qui est en train de se passer, mais pour un certain nombre de personnes, le sentiment de se retrouver coincé entre des riches qui s'enrichissent et puis qui bénéficient ces dernières années de cadeaux fiscaux importants, et puis des pauvres qui ont besoin d'être soutenus par des prestations sociales toujours plus importantes. Donc se retrouver un petit peu les dindons de la farce et ceux qui doivent payer pour les autres. Dernier élément de mon échelle sociale, je vais m'intéresser maintenant aux catégories populaires, aux 30% du bas de l'échelle sociale. Pour eux aussi, les revenus ont stagné sur ces dernières 15 années. Il y a même eu des moments qui nous ont inquiétés de décrochage de leurs revenus, à tel point que ce qu'on constate, c'est une augmentation du nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc encore plus bas, avec, pour la courbe noire, le nombre de personnes qui vivent avec moins de 885 euros par mois. Eh bien, ce nombre, il a augmenté sur les 10 dernières années, si je me contente juste de cette période de 10 ans, de 800 000 personnes. Et si je prends un seuil de pauvreté un peu plus généreux, couramment utilisé, aux alentours de 1 000 euros, eh bien là, on constate aussi, non pas une explosion de la pauvreté, mais une augmentation importante du nombre de pauvres, puisqu'il a progressé de 1,3 million. Au total, quand on met ensemble les riches, les moyens, les catégories populaires et les pauvres, ce qu'on constate, c'est une augmentation des inégalités. Alors, pas depuis toujours, si on remonte au début du XXe siècle, ou même jusque dans les années 90, eh bien, on a une diminution des inégalités de revenus dans notre pays, importante, continue, mais une rupture de cette tendance historique à la fin des années 90, avec une remontée des inégalités, un pic atteint autour de 2011-2012 pour la France, à un niveau très élevé. Donc on a perdu une partie du progrès social qu'on avait acquis ces dernières décennies. Une phase ensuite de stabilisation 2012-2017 à un niveau toujours assez élevé. Et puis peut-être, avec ces dernières années, un démarrage d'une nouvelle période qui pourrait, on le constate déjà dans les chiffres de 2018 et 2019, et peut-être avec les chiffres à venir de la crise du Covid, eh bien, un redémarrage de cette augmentation des inégalités. Voilà pour les revenus. Je vais m'arrêter là et essayer d'aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce qui se cache derrière ces inégalités de revenus. Eh bien, la société française, elle est fracturée grandement par la question de l'emploi, du travail, de la flexibilité ou pas qu'on attend des uns et des autres dans leur travail. Et derrière cette fracture sociale se cache très souvent la fracture du diplôme. Donc, ça m'amène à m'intéresser aux inégalités d'éducation, le diplôme, le niveau d'éducation qu'on a fonctionnant comme une étiquette et comme une appartenance sociale. Les classes sociales, elles sont loin d'avoir disparu dans notre pays. D'abord, un petit rappel,
au sein de la population française, si on regarde l'ensemble des adultes de plus de 25 ans, eh bien, il y a plus de la moitié des Français qui n'ont pas le bac. Le bac, finalement, c'est à peu près la classe moyenne du niveau du diplôme des adultes aujourd'hui. Et si vous avez une licence ou un niveau encore supérieur de diplôme, eh bien, vous appartenez aux riches de l'éducation, en quelque sorte. Hein. Vous êtes dans cette part de camembert qui représente 20% des Français de plus de 25 ans. C'est important de se le rappeler parce que quand on regarde les jeunes ou quand on regarde la télé, ce n'est pas exactement ça qu'on va voir. C'est la question des inégalités de revenus, évidemment, elle s'explique grandement par votre salaire et puis par votre situation sociale, enfin votre situation dans le travail. Et ce qu'on constate, c'est que dans la société française, il y a une immense majorité, de 3/4 de la population qui est en CDI et, ou fonctionnaire. Mais il y a 1/4, une personne sur 4 de la population active qui, elle, est touchée soit par le chômage, soit par un emploi précaire en CDD ou en intérim, soit elle est considérée comme inactive, mais en fait, elle voudrait travailler. Elle est trop découragée pour continuer des recherches actives ou pour être disponible pour travailler. Une personne sur 4, la massification du chômage, la précarisation du travail, ça ne frappe pas du tout au hasard dans notre société. C'est clairement les catégories populaires et les moins diplômés et ceux qui disposent du niveau d'éducation le plus modeste qui sont touchés. Alors pour vous le montrer, j'aurais pu vous montrer le chômage, le taux de précarité, etc. Tous ces indicateurs montrent que très clairement, c'est corrélé au niveau de diplôme. Le niveau de diplôme, il va aussi avoir d'autres conséquences dans la vie des gens. Parce que derrière ça, c'est un niveau d'éducation, un capital culturel, des habitudes vestimentaires, de langage, etc., qui vont avoir beaucoup d'effets sur nos modes de vie. Par exemple, en ce moment, avec le confinement, on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut plus aller voir d'expositions, mais ce n'est pas tout le monde qui est privé de sorties culturelles. Il faut se rappeler qu'en 2018, il y avait parmi les cadres une proportion 3,5 fois plus grande que chez les employés ou les ouvriers de personnes qui étaient allées au moins une fois au musée ou voir une exposition. J'aurais pu choisir d'autres indicateurs, qui part en vacances, qui fait du sport, qui dirige peut-être comme vous un centre socio-culturel ou une association, qui passe à la télé, que ce soit pour donner son avis dans le journal ou pour même figurer dans une fiction. Eh bien, l'appartenance sociale, elle est largement conditionnée par le diplôme et elle a des effets sur l'ensemble des inégalités qu'on peut mesurer. Alors finalement, peut-être que c'est bien comme ça. Hein. Si on considère que le diplôme, il est le témoignage de notre mérite à l'école, eh bien, on pourrait se dire, après tout, oui, c'est juste, c'est la méritocratie, c'est le meilleur critère pour distribuer nos accès à des positions sociales et à des biens. L'ennui, c'est que quand on y regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que cette méritocratie républicaine prétendue de l'école, pour une grande partie, eh bien, en fait, elle maquille, elle déguise des inégalités sociales que l'école ne réussit pas à contenir. Et que notre système scolaire, en grande partie, eh bien, il contribue, à travers son élitisme, à maintenir des inégalités sociales dans notre pays, et que donc cette question de l'égalité des chances, elle est loin d'être réglée, et qu'on ne peut pas s'en contenter. Pour vous le montrer, ce graphique montre comment les enfants d'ouvriers et les enfants de cadres composent les différents niveaux scolaires. On commence tout à gauche par le collège. Tous les enfants vont au collège, donc on trouve au collège, dans les classes de collège, des proportions d'enfants de cadres et d'ouvriers qui représentent à peu près la population active. Il y a un peu moins de 20% d'enfants de cadres et à peu près 25% d'enfants d'ouvriers. Alors je dis au collège, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans les SECPA, par exemple, les sections réservées aux enfants très en difficulté, eh bien là, on va trouver beaucoup plus d'enfants d'ouvriers et quasiment pas d'enfants de cadres. Et puis plus on avance,
dans les études, plus la proportion d'enfants d'ouvriers tend à se réduire et celle d'enfants de cadre à progresser. Beaucoup se joue au moment de l'orientation en troisième. Les vœux des élèves, même à notes comparables, ne sont pas les mêmes en fonction de leur appartenance scolaire, sous l'effet des recommandations, des conseils des parents, des enseignants, de leurs amis, etc. On ne fait pas les mêmes vœux à la fin de la troisième et on ne choisit pas et le même bac, que ce soit un bac pro ou un bac techno ou général. Et puis à l'université, dans l'enseignement supérieur, eh bien là, on voit que les enfants de cadre deviennent plus nombreux que les enfants d'ouvriers. Alors il y a quand même une exception qu'il faut que je vous montre avant de quitter ce graphique, c'est le BTS, dans lequel on va retrouver la même proportion à peu près d'enfants de cadre et d'ouvriers que dans la population générale. Et ça, c'est une voie d'émancipation tout à fait notable. Le BTS, c'est une formation qui est bien encadrée, qui est bien reconnue, bien valorisée sur le marché du travail et qui permet à des enfants de cadre et de catégorie populaire d'obtenir un niveau de diplôme que leurs parents n'avaient pas. Et puis aussi, il ne faut pas oublier de dire que tout ça, c'est des moyennes et que, évidemment, il y a des enfants de cadre dans les grandes écoles, des enfants d'ouvriers, pardon, dans les grandes écoles et dans les universités, comme je suis en train de dresser des généralités sur les catégories sociales. Alors finalement, d'un côté, on a vu, l'ensemble de la population a plus accès au lycée, à l'enseignement supérieur. L'accès à l'école et à l'éducation s'est démocratisé. Et puis de l'autre, on constate toujours que l'école est très élitiste et que plus on progresse, moins les catégories populaires ont leur chance dans l'enseignement supérieur. Alors comment départager tout ça finalement? Est-ce que l'école est plus ou moins égalitaire qu'avant? Ça va dépendre un petit peu des indicateurs qu'on va regarder. J'ai voulu pour finir vous présenter celui-ci. Ce sont des données que Pierre Merle établi pour nous et qui, je crois, sont diffusés principalement ou uniquement par l'Observatoire des inégalités. Il regarde entre ceux qui font les études les plus courtes et ceux qui font les études les plus longues dans la société, quel est l'écart et comment il a évolué au fil du temps. Alors, ce qu'on voit, c'est que entre ceux qui sortent le plus tôt, vers 16 ans du système scolaire, et ceux qui sortent le plus tard, eh bien, il y a eu un progrès au fil du temps pour les deux. Mais que l'écart qui, en 1985, séparait ceux qui sortaient le plus tôt et ceux qui sortaient le plus tard, c'était 6 années et demie de plus ou de moins d'études, mais qu'aujourd'hui, cet écart il est passé à 8 ans et demi. C'est-à-dire que tout le monde fait des études plus longues, mais que finalement, c'est pour partie les élèves qui font les études, les étudiants qui font les études les plus longues, qui en ont profité le plus, et on sait qui se situent dans des catégories sociales les plus favorisées. Voilà, alors je vais conclure pour vous dire que ces inégalités, elles créent des tensions grandissantes avec un effet de l'éducation qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, l'ensemble du niveau d'éducation progresse. On voit les niveaux de diplôme qui s'élèvent, ça crée de l'autonomie, ça crée de l'émancipation dans la population, et puis de l'autre, la réalité du marché du travail, le fait qu'on demande à une petite fraction de la population d'être toujours plus flexible, de supporter à la fois les salaires les plus bas, mais aussi les conditions de travail les plus incertaines, les plus exigeantes en termes d'horaire de travail, d'incertitude, etc., eh bien, ça crée des tensions d'autant plus fortes qu'on maintient un discours sur l'égalité et sur l'égalité des chances qui nous semble tout à fait hypocrite et que l'école, en partie, et le diplôme, y contribue finalement pour partie à cimenter les inégalités, à légitimer pour certains le droit
de dominer d'autres catégories de la population. Ça peut créer un sentiment de déclassement, une frustration, d'autant que finalement, l'autonomie qu'on a gagnée par l'éducation, on ne la retrouve pas dans le reste des modes de vie. Voilà. Ça nous paraît des éléments vraiment importants à souligner parce que ça heurte les valeurs d'égalité qui sont largement partagées dans la population française. Merci Anne Brunner. Vous faites la transition avec l'intervention maintenant de François Dubé. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions à Anne Brunner, d'en faire part à Jérémy avec le Q et R, le petit bouton Q et R. Je me tourne donc vers vous, François Dubé. Quel lien peut-on faire entre ces constats sur les inégalités, ce que vient de nous dire Anne Brunner, et la notion de justice sociale? D'ailleurs, on dit parfois la justice sociale comme s'il n'y en avait qu'une. Mais est-ce qu'il n'y a pas plusieurs conceptions derrière ça? À quoi on fait référence quand on parle de justice sociale? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion? Est-ce que vous pouvez nous aider à en dessiner un peu plus les contours? Oui, avant de définir ce que serait la justice sociale et comment elle fonctionne, je crois qu'il faut bien comprendre que les inégalités n'ont pas seulement, comme l'a très bien dit Anne Brunner, certaines ont grandi, d'autres ont rétréci. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué toujours de décrire, surtout pour la France qui, au fond, a relativement résisté à l'explosion des inégalités qu'on observe dans d'autres pays. Moi, le raisonnement que je serais tenté de faire, c'est de dire que pendant la même période, les 30-40 dernières années, les inégalités sociales ont changé de nature. Il ne faut pas simplement se dire qu'elles ont ou grandi ou rétréci, elles ne sont plus exactement les mêmes. Et c'est pour ça qu'on est souvent très ennuyé. Alors pour dire les choses très grossièrement, jusqu'aux années 70, on a au fond une conception des inégalités qui est celle des inégalités de classe. Quand vous parlez d'inégalités en France, y compris dans la Fédération des centres sociaux, on parle des ouvriers, des patrons, des paysans, de classes sociales qui ont des identités, des frontières, des militants. Bon, voilà. Et ces identités de classe sont relativement fortes et en même temps, elles sont d'abord une expérience collective. Je veux dire, l'inégalité, c'est mon appartenance à une classe sociale qui va la définir. Et d'ailleurs, quand on regarde le système scolaire français, jusque dans les années 60, c'est une école de classe. Les enfants du peuple vont à l'école du peuple, les enfants de la bourgeoisie vont au lycée, et quelques enfants du peuple, exceptionnellement doués et travailleurs, rejoindront le lycée et éventuellement l'université. Mais dès la naissance, chacun est dans son tube, d'une certaine manière, et c'est comme ça qu'on voit les inégalités. C'est comme ça qu'elles sont représentées politiquement. C'est très important, je veux dire, les travailleurs, ça vote à gauche, les travailleurs et leurs alliés, c'est-à-dire les instituteurs, les petits fonctionnaires, etc., votent à gauche, et la bourgeoisie et ses alliés, c'est-à-dire les paysans, les commerçants, etc., votent à droite. Le monde est clair, quoi. Le monde est bien organisé. Et dans ce monde-là, la justice sociale, c'est d'abord la réduction des inégalités entre les positions sociales. Ça a été le grand projet, au fond, des social-démocraties, le grand projet c'est ce qu'on a appelé le progrès social. Le progrès social, c'est les gens travaillent et on doit rendre aux travailleurs la richesse qu'ils ont produite. Voilà, donc il faut un impôt progressif, il faut des services sociaux, il faut des services publics, enfin voilà. Et Anne Brunner l'a évoqué, ça a formidablement bien marché. C'est-à-dire que quand vous prenez les inégalités entre 1950 et 1980, il y a une réduction considérable des inégalités, même s'il y a toujours des gens très pauvres et des gens très riches, quand même, quand vous raisonnez entre les 10% les plus pauvres et les plus riches, ça se resserre. Mon hypothèse, c'est que, bien sûr, il y a des inégalités qui se sont creusées, d'autres qui se sont plutôt réduites. Enfin, tout ça est très compliqué selon les critères
mais Anne Brunner est plus savante que moi. Si vous prenez les inégalités spatiales, les inégalités scolaires, c'est très intéressant. En termes d'accès aux études, elles se sont totalement réduites. Mais si vous regardez diplôme par diplôme, elles se sont maintenues, voire creusées. Donc, vous voyez, il y a des effets d'échelle. Mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans un autre système d'inégalité. Alors, il y a toujours des classes sociales, on parle toujours comme ça, bien sûr, ça nous facilite la vie. Mais quand vous faites des enquêtes, vous vous rendez compte que les inégalités se sont multipliées. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va être défini par plusieurs inégalités. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes où les gens vous disent « je suis inégal en tant que ». Et c'est en tant que, deux points, ouvrez la liste, c'est-à-dire en tant que travailleur stable, que travailleur précaire, en tant que vivant à la campagne, que vivant à la ville, en tant que diplômé, que pas diplômé, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que d'origine étrangère, en tant que d'origine pas étrangère, en tant que jeune, en tant que vieux. Et donc, là où les inégalités de classe, si vous voulez, rassembler les inégalités autour d'une position sociale, aujourd'hui, vous avez, si vous sortez des hyper riches qui ont tout et des hyper pauvres qui n'ont rien, tout le monde va vous dire je suis inégal en tant que. Je suis inégal comme individu, en réalité. C'est ça qui me paraît tout à fait important. Je suis inégal en tant qu'individu et les inégalités sont produites par des parcours. Alors, le cas de l'école est extrêmement clair. Si vous prenez les inégalités d'accès, comme l'a dit Anne Brunner, elles se sont formidablement réduites. Moi, quand je passais le bac, il y a très longtemps, les enfants d'ouvriers qui passaient le bac étaient des exceptions statistiques. Bon, aujourd'hui, il y en a moins que d'enfants de cadre, mais ce n'est pas des exceptions statistiques. Si vous prenez les filles, c'est un triomphe scolaire incomparable. Mais au bout du compte, au bout des parcours, vous avez les mêmes inégalités qu'avant. C'est-à-dire que les élèves de Polytechnique, c'est les mêmes, que les élèves du lycée professionnel, c'est les mêmes, etc. Sauf qu'ils n'ont pas été orientés dès le départ. Ils ont été orientés par une série de petites décisions de leur famille, tenant leurs résultats scolaires, de l'établissement fréquenté, de la filière choisie. Et toutes ces petites décisions, je vais dans le bon collège, je fais allemand ou espagnol, je fais telle option et telle autre, je vais dans telle filière et telle autre, à la fin, ça fait de très grands écarts. Ce qui fait que l'inégalité va être perçue et vécue et produite, au fond, comme une sorte d'histoire personnelle. Bon, on pourrait prendre d'autres exemples. Si vous prenez qui étaient les pauvres dans les années 60, c'était des ouvriers agricoles sans retraite et des retraités sans retraite. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont des histoires qui les ont conduits vers la pauvreté. Ce qui fait que, par exemple, la part de familles monoparentales chez les pauvres est extrêmement élevée parce que c'est un accident familial qui vous a fait basculer vers la pauvreté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, vous avez des gens, bon, quand j'interroge les personnes, ils me disent « je suis inégal en tant que j'ai raté mes études, que mon mariage n'a pas marché, que mon diplôme n'a pas payé, que je vis dans cet endroit, que j'ai cet âge, etc., etc. » Donc, vous avez ça, ce qui fait d'ailleurs que ces inégalités très individualisées aujourd'hui sont vécues par la plupart des individus, et c'était très net avec le cas des Gilets jaunes, sont vécues comme une forme de mépris. Les gens vous disent « je suis méprisé ». L'école m'a méprisé, les hommes politiques me méprisent, les patrons me méprisent, mes voisins me méprisent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce que c'est plus tellement une expérience collective, c'est une expérience vécue comme individuelle. Autrement dit,
les inégalités ne se sont pas simplement creusées ou réduites, elles ont explosé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Elles ont explosé. Puisque Anne Brunner fait des statistiques, je veux dire, vous pouvez faire c'est une discussion entre professionnels, vous pouvez faire des ordres ratios à l'infini sur le facteur qui va être décisif dans ces inégalités. Alors, évidemment, il y a toujours, et de plus en plus, enfin, il n'y a pas de plus en plus, les riches sont hyper riches, les pauvres sont hyper pauvres, mais les frontières entre les classes moyennes, les classes populaires et les pauvres se sont brouillées. D'ailleurs, des enquêtes montrent qu'il y a une obsession en France du déclassement, la peur de tomber. Mais en fait, assez peu de gens tombent. Mais c'est devenu une menace. On peut tomber. Il suffit de rater ses études, il suffit d'avoir un accident quelconque et on peut tomber. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors que dans la société de classe, vous êtes cloué dans votre position sociale. Vous naissez fille de paysan, vous épouserez un paysan et vous serez paysanne et vous ferez des paysans. Voilà, le monde était comme ça. Aujourd'hui, vous avez en France un paradoxe qui est qu'il y a objectivement très peu de mobilité sociale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui grimpent comme ça, comme des héros dans la société. Il n'y a pas tellement de chute sociale très forte, mais personne n'a plus la certitude qu'il va garder sa position. Donc vous avez le mélange angoissant d'une incertitude quant à sa position et en même temps de la certitude que ça ne va pas vraiment bouger. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, et ça se voit très bien d'ailleurs dans les statistiques. Il y a très peu de mobilité sociale, mais la plus grande partie des gens n'ont pas la même activité que celle de leurs parents. Mais en même temps, on ne monte pas. Alors sur l'école, évidemment, vous avez, au fond, ce mécanisme de distillation fractionnée qui va produire des grandes inégalités finales. À mon avis, elles sont plus fortes à l'école qu'elles ne le sont dans la société, c'est-à-dire que je crois que l'école française est plus inégalitaire en réalité que l'est la société, et cette inégalité est redoublée par une utilité très, très inégale des diplômes. C'est-à-dire que si vous avez franchi les épreuves sélectives, vous avez une sorte de rente, c'est une rente, vous êtes tranquille. Si vous n'avez rien, c'est une catastrophe. Bon, vous êtes aussi à peu près assuré. Et au milieu, vous êtes dans un état d'incertitude et de flottement très fort. Aujourd'hui, la moitié des étudiants n'ont pas une activité professionnelle en relation avec leurs études. Et vous avez des mouvements de gens qui montent dans l'école et qui vont redescendre dans la société. Ils montent dans le système scolaire, mais les diplômes étant plus nombreux et dévalués, ils redescendent. Donc, on est dans un système qui est très troublé, en réalité, d'inégalité, très angoissant, ce qui fait d'ailleurs que les sondages montrent que les gens ont le sentiment que les inégalités explosent, alors que les statistiques montrent qu'elles se creusent un peu, mais si on se compare aux États-Unis, permettez-moi de vous dire qu'on n'a pas du tout explosé en termes d'inégalité. Donc moi, je crois que ce qui nous arrive, c'est ce changement d'inégalité. Alors, ça a des conséquences. J'en vois 3 conséquences. La première, c'est Anne Brunner qui m'a fait penser, mais je viens de consacrer un livre là-dessus avec Marie Duru, c'est que le diplôme devient un marqueur formidable, pas simplement social, mais idéologique et culturel. Je vais dire les choses très simplement. Autrefois, les travailleurs non diplômés votaient à gauche, les gens diplômés votaient à droite. Bon. Aujourd'hui, les gens diplômés votent à gauche, vert ou centriste. Les gens non diplômés votent Front National. C'est le marqueur le plus net du vote. Vous avez un basculement qui s'est fait. Pourquoi ? Parce que l'échec scolaire est devenu une humiliation sociale. Et donc, vous entrez dans une logique d'hostilité, de ressentiment.
le sentiment d'avoir été méprisé par... il suffit d'être sur la toile, on est méprisé par ceux qui savent, par les hommes politiques, par les journalistes, par les savants, par tout le monde. Enfin, tout le monde méprise tout le monde. Bon. Ça, c'est un basculement considérable. Je signale d'ailleurs que si vous regardez l'Amérique de Trump, c'est la caricature de ça. Bon. Le deuxième changement, c'est que alors que les vieilles inégalités étaient vécues en termes, pour dire les choses de manière un peu archaïque, d'exploitation. On est pauvre parce qu'on est exploité. C'était ça. Et c'était vrai, en plus. Bon. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelait l'exploitation est devenu discrimination. Pourquoi? Parce que quand les inégalités sont vécues comme une expérience personnelle, le modèle de justice qui s'est totalement imposé, c'est l'égalité des chances. La société juste, aujourd'hui, prenez les discours sur l'école, c'est absolument manifeste. La société juste n'est plus la société qui réduit la distance entre les pauvres et les riches, entre les travailleurs et les patrons. C'est la société dans laquelle tout le monde pourrait réussir autant que tout le monde. Au fond, c'est comme dans un tournoi de tennis. Tout le monde a le droit de gagner. Sauf que, évidemment, c'est pas possible que tout le monde gagne, mais ça fait que l'inégalité, c'est mon histoire à moi, au nom de l'égalité des chances. Et si j'ai pas réussi, c'est parce que je suis discriminé. Ce qui fait qu'un tas d'inégalités qui existaient avant, mais qu'on ne voyait pas beaucoup, les femmes, les immigrés, les gens un peu handicapés, etc., ça existait. Mais c'était effacé derrière les grosses inégalités de classe. Eh bien, aujourd'hui, toutes ces petites inégalités sont devenues les inégalités qui sont devant. Les femmes, c'est très... Quand je dis ça, je sais que je prends un risque toujours, mais les femmes aujourd'hui sont plutôt moins inégales aux hommes qu'elles l'étaient il y a 30 ans, mais elles sont beaucoup plus en colère. Si j'en juge par celles que je connais, nettement plus en colère. Alors qu'elles sont beaucoup plus égales. Beaucoup plus. Parce que l'inégalité est vécue comme une injustice personnelle en termes de discrimination. Donc vous voyez bien aujourd'hui qu'il y a un débat sur la justice sociale. Ceux qui disent, comme avant, la justice sociale, c'est de réduire les inégalités de position. Et ceux qui disent, la justice sociale, c'est de lutter contre les discriminations, même si une société d'égalité des chances peut être extrêmement inégalitaire. Parce que si l'égalité des chances est réelle, il n'y a aucune raison de s'opposer à ce que les vainqueurs de l'égalité des chances, comme au football, prennent la prime de match. Après tout, ils méritent de l'avoir prise, la prime de match. Et d'ailleurs, quand vous regardez la rhétorique contre tout le monde, les sociologues, les profs, etc., pour justifier de leur salaire, ils disent « j'ai du mérite, j'ai réussi mes études, j'ai bien travaillé ». Donc, ça, c'est pour moi le changement essentiel. On est passé d'un modèle sur lequel travaillaient les centres sociaux, les maisons des jeunes et de la culture, les jeunesses communistes, les jeunesses socialistes, les ligues laïques, la jeunesse catholique ouvrière, etc., qui était la justice et de réduire les inégalités de position, à un modèle qui dit la justice, c'est que tout le monde ait la même chance de réussir et de ne pas être discriminé. Alors, je vais m'arrêter parce que ça pose un problème. C'est que dans ce système-là, tout le monde peut devenir l'ennemi de tout le monde. Plus discriminé que moi, tu meurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et ça pose un problème. Alors, ça pose un double problème de justice. Pourquoi? Ce que je vais dire peut apparaître un peu philosophique et abstrait, mais ça ne l'est pas. C'est que quand vous luttez contre les discriminations, vous avez deux revendications, toujours couplées. La première, c'est de dire « je veux être traité comme un égal ».
Je ne veux pas être stigmatisé. Je veux être traité comme un égal. Ce n'est pas parce que je suis une femme, ce n'est pas parce que je suis d'origine immigrée, ce n'est pas parce que je suis musulman qu'il faut me traiter différemment. Vous entrez dans le modèle, disons, libéral de la justice. La justice, c'est l'équité de traitement. Mais quand vous êtes discriminé, vous dites aussi, je veux que mon identité, l'identité au nom de laquelle je suis discriminé, soit reconnue comme une identité également digne à celle des autres. Donc, vous avez une deuxième revendication qui est, il faut reconnaître ma singularité, mon identité. Et évidemment, c'est un système explosif. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance de l'identité des autres met en cause votre propre identité. Je donne un exemple extrêmement simple sur lequel nous serons tous d'accord. Qu'est-ce qui fait que des gens manifestent contre le mariage pour tous? Et je précise que je n'ai aucune sympathie pour ces manifestants, aucune. C'est pas parce que des gens de même sexe veulent se marier, c'est parce qu'ils disent, si on reconnaît qu'ils peuvent se marier, le mariage hétérosexuel devient une identité particulière alors que c'était la norme. Si on reconnaît que telle religion fait partie des religions de la nation, alors la nation n'est plus ce qu'on croyait qu'elle est. Et vous avez deux scènes de justice, je ne sais pas si je me fais comprendre, qui se font la guerre. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle dans lisez les tribunes du Monde tous les jours. C'est d'un côté justice sociale sans identité et de l'autre affrontement des identités. Et ça, je crois que c'est lié à la transformation profonde du mode de, comment dirais-je, du mode de production des inégalités sociales. Elles se sont individualisées. Alors, pour terminer sur une note un peu nostalgique, je disais, l'avantage de la vieille conscience de classe, c'est que les gens étaient maltraités, mais ils avaient le sentiment que leur dignité était pleinement préservée. Ils n'étaient pas humiliés. Tandis qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les gens, et prenez les manifestations des Gilets jaunes, le thème de l'exploitation n'apparaît jamais, le thème du mépris est dans les entretiens. On est méprisé en permanence. On est méprisé dans ce quartier, etc. Donc, vous voyez que ce qui est en train de se passer, ça n'est pas, de mon point de vue, simplement le fait que les inégalités se creusent ou se rétrécissent, mais qu'elles changent de nature. Alors, je m'empresse de dire qu'en ce qui me concerne, je reste persuadé que la meilleure manière d'accomplir l'égalité des chances, ça reste la réduction des inégalités sociales. C'est pour ça que j'ai un enthousiasme très modéré quand on dit on va faire des filières pour que 3 gamins de banlieue puissent aller à l'ENA. Bon, je suis pour, mais ça m'intéresse moins que l'augmentation du niveau scolaire des élèves de lycée professionnel. Bon. Personnellement, je pense que ça serait plus important. Mais vous voyez bien comment on a changé de système. Et évidemment, ça met les enseignants, les travailleurs sociaux, les militants dans des situations très, très compliquées parce que d'une certaine façon, vous avez des injustices singulières et plus des grands modèles de justice. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, nous sommes tous très ambigus. Nous voulons tous de la mixité sociale, mais surtout ne pas aller vivre ailleurs. Nous voulons tous de l'écologie, mais un 4x4, etc., etc., parce que nous sommes tous coincés dans ce système d'inégalité. J'espère ne pas avoir dit trop de choses choquantes. Voilà. Je ne crois pas, je ne sais pas, mais justement, on va aller du côté des participants au webinaire. Ça pose aussi, il me semble, la question des mobilisations collectives possibles dans un contexte comme ça où les inégalités sont vécues de manière de plus en plus individuelle. On va faire un petit intermède avec Jérémy, si tu peux réapparaître, Jérémy, pour un petit sondage, et puis ensuite, on échangera autour de vos questions à vous, participants et participants.
Je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui. Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, petite parenthèse, je vois que là, on a actuellement plus de 100 personnes, plus de 100 participants. Donc, merci beaucoup pour votre participation parce que du coup, en période de double vacances sur 2 zones sur 3, d'avoir 100 participants, c'est vraiment un super chiffre. Et merci beaucoup pour votre participation et votre suivi attentif au nombre de questions qui sont arrivées et qui continuent d'arriver. On va essayer de les reprendre du coup. Mais avant ça, on aimerait vous proposer un petit temps, si vous le voulez bien, de sondage. Alors, on a deux types de sondages à vous proposer pour avoir un peu d'interactivité dans cette soirée. Un premier type de sondage qui va être autour de qui vous êtes, donc qui sont les gens qui participent à ce séminaire, qui sont les participants. Donc, il y a plusieurs questions qui vont être posées là-dessus. Et puis, un deuxième sondage qui va revenir plus sur les thématiques de la soirée. Donc, il y aura plusieurs questions également sur la question des inégalités, la question de la justice sociale. Anouk, je peux te laisser lancer peut-être le premier sondage. Donc, sur le premier sondage, il y a normalement 3 questions. D'où est-ce que vous venez? Alors, désolé pour celles et ceux qui vont se retrouver dans des multi-régions, mais on ne peut pas faire plus de 10 régions dans la question de sondage. Donc, on espère que vous le prendrez pas mal. Et donc, du coup, on a rassemblé quelques régions les unes avec les autres. Donc, première question, de quelle région vous venez? Deuxième question, avec plusieurs choix possibles. Qui vous êtes, donc bénévole ou salarié de centre social, bénévole, salarié de fédération ou autre. Et enfin, une dernière question sur ce à quoi vous avez participé au premier cycle. Encore une fois, plusieurs réponses sont possibles. Donc, on vous laisse le temps de répondre à ces questions. Alors, je n'ai pas d'informations sur le nombre de personnes qui ont répondu, donc Anouk, je te laisse voir. Ouais, on a 66 personnes qui ont répondu. On a 74%. On peut laisser encore 20 secondes. Très bien, encore 20 secondes. Et on a 85%. Allez, allons-y. Ça monte. Allons-y pour les réponses. Hop. Allez. 5 secondes et on clôt. Hop, allez, on a 91%. C'est pas mal. Hop. Je partage les résultats. Allons-y. Et voilà. Alors, qui participe? Donc, forcément, la région dans laquelle on a regroupé le plus de régions a le plus de participants. Donc, voilà, c'est la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. J'espère que cela ne vous a pas dérangé d'être mis les uns avec les autres. Donc, 20% de participants venus de Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. 16% de Centre Val-de-Loire et Île-de-France. Et ensuite, ça se partage. On a beaucoup de participants aussi qui viennent des Hauts-de-France avec 15%, de Nouvelle-Aquitaine avec 17%. Et ensuite, on a un peu derrière le regroupement PACA Corse-Occitanie avec 11% et Auvergne-Rhône-Alpes 8%. Et quelques personnes des territoires d'outre-mer. Alors, nous sommes, comme sur les autres cycles et les autres moments où on a posé ces questions de sondage, on a retrouvé à chaque fois un peu des réponses un peu équilibrées à cette question de qui vous êtes. Et donc, on est très content d'accueillir des bénévoles et des salariés de centres sociaux, mais également des bénévoles et salariés de fédération. Et je sais qu'il y en a parmi nous qui sommes à la fois les uns les autres, des salariés de centres sociaux qui sont bénévoles de fédération, etc., etc. Et donc, du coup, très content de voir qu'on a des proportions à peu près équilibrées entre tous ces participants. Et enfin, sur la dernière question, on voit que beaucoup de gens ont participé au webinaire d'ouverture, donc on espère que ça vous a plu. Et pas mal de personnes aussi, 43 et quasiment 40% ont participé aux autres ateliers, donc Autofocus et Créa Congrès. Et enfin, 25% ont regardé un ou plusieurs replays ou, j'imagine, aussi écouté le podcast. Et enfin, nous accueillons bien évidemment les 12% de personnes qui participent pour la première fois. Bienvenue. Il n'y a aucun problème à participer pour la première fois aujourd'hui. Comme nous essayons de le répéter à chaque fois, vous venez participer quand vous pouvez, quand vous êtes disponible. C'est bien là le principe du buffet des idées, de pouvoir picorer un peu quand vous êtes disponible. Et donc, bienvenue à vous, bienvenue aux participants qui viennent de nous rejoindre. Du coup, Anouk, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer la deuxième partie de sondage donc, qui va un peu alimenter les discussions qu'on avait eues tout à l'heure avec Anne, avec François, des interventions que vous avez faites. On a préparé 2 petites questions sur notre ressenti par rapport aux inégalités. Alors, on vous propose de répondre
2 choix maximum pour éviter que nous répondions tous à toutes les questions qui sont posées, pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui ressort le plus. Donc, première question, quel type d'inégalité nous trouvons le plus injuste? Donc, revenus, patrimoine, conditions de travail, éducation ou conditions de vie. Donc, voilà pour la première question. Merci de ne pas répondre plus que 2 choix par personne. Et enfin, deuxième question, et ça revient un petit peu sur les derniers moments de la discussion de François. La justice sociale, ça passe d'abord par 2 choix maximum: la lutte contre les discriminations, la lutte contre les inégalités de revenus et de patrimoine, davantage de redistribution des richesses et davantage d'égalité des chances entre les gens. Et d'ailleurs, j'ai bien remarqué que ces derniers temps de discussion de François ont fait réagir, et donc on va pouvoir rebondir aussi sur ces réactions que vous avez proposées. Donc on vous propose pour le moment de répondre à ces 2 questions. 2 choix maximum, s'il vous plaît, pour pas qu'on ait 100% à toutes les questions. Et pareil, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Là, on est à 76%, ça monte. Pour ceux qui ont répondu au sondage 1, autres, donc qui n'étaient ni bénévoles, ni salariés tradés ou centres, vous pouvez nous dire, si vous voulez, dans le chat, qui vous êtes. Voilà. Enfin, nous, on est toujours curieux de savoir qui suit ces rendez-vous-là. Voilà. Donc, libre à vous. Il y avait, je ne sais plus, 7%, je crois, de autres. Donc, quelques-uns quand même parmi vous. Alors, on a 87%. Allez, on va laisser 30 secondes encore. « 91%. Allez, 5 secondes. Les dernières. Ok, allez. C'est parti. Hop, je partage les résultats. Alors voilà, donc pour les résultats, donc on voit que 58% évoquent la question de l'éducation, qui a été un élément important dont vous avez parlé, Anne. Et on retrouve juste derrière la question des conditions de vie. Et on peut constater que la question des revenus et du patrimoine arrive un petit peu plus tard, et celle des conditions de travail aussi, avec respectivement 33, 24 et 24%. Donc voilà, suite à aussi l'intervention d'Anne, on confirme bien que la question de l'éducation est une question qui vous semble la plus injuste. Pour la deuxième question, j'ai vu une petite remarque qui disait qu'on ne s'y retrouvait pas dans les 4 propositions, et je pense que justement, c'est un peu un des enjeux de ce cycle 2, qui va être de discuter un peu de ce qu'on considère comme relevant de la justice sociale. Et du coup, on vous invite aussi à participer au prochain temps, parce qu'on va revenir justement aussi sur cette définition-là, sur les différentes définitions possibles. Et on trouve ça très intéressant qu'aussi vous puissiez ne pas vous y retrouver dans les 4 propositions. Alors là, du coup, on retrouve, dans les réponses qui ont été abordées, on retrouve un plus grand équilibre, en fait, parce que la question de la redistribution des richesses et la question de l'égalité des chances, qui ont été un peu 2 grandes oppositions que vous proposiez, François, dans votre présentation, elles sont 49-51%. On a vraiment une… alors, je vois que vous refusez ce que je viens de dire, François, donc du coup, on va revenir là-dessus juste après. J'ai à ce moment-là peut-être mal compris votre discussion, et je crois qu'on aura peut-être des questions là-dessus aussi. Et donc, du coup, juste après, la lutte contre les discriminations, et enfin, la lutte contre les inégalités de revenus et de patrimoine. De la même manière que la question du patrimoine ne revenait pas en premier lieu dans le type d'inégalité que vous trouviez le plus injuste, la lutte contre les inégalités de revenus et de patrimoine se retrouve un petit peu en retrait. Donc voilà, donc merci pour vos réponses à toutes ces questions. Je vais maintenant essayer de reprendre un peu les différents éléments qui ont été posés dans le questions et réponses. Alors, pour commencer déjà, donc c'est une première question qui est plus par rapport à l'intervention d'Anne. Il y avait quelques questions de définition. Alors, on sait bien que ces questions-là, on pourra y revenir plus tard, et c'est des choses que vous abordez dans vos rapports aussi. Mais du coup, on avait notamment 2 questions de définition qui étaient sur la question des classes sociales, en fait, qui étaient qu'est-ce qu'une classe moyenne et à partir de quel salaire faisons-nous partie des riches.
il y avait aussi une petite question entre parenthèses qui était qu'est-ce que le rapport de Gini que vous présentez? D'accord. Ce que je vous propose juste par rapport aux questions que je vais poser là, c'est que je les propose un peu toutes les unes après les autres et Isabelle reprendra un peu la main sur les questions après. Comme ça permettra d'avoir un temps plus de table ronde entre vous. Donc voilà, donc du coup, il y avait un premier ensemble de questions, plus de définitions. Alors, on a bien compris avec ce qu'a dit François Dubé que plein de petites évolutions reconstituent des formes d'inégalité qui étaient a priori posées dès la naissance. On aimerait revenir sur quelques-unes des évolutions à ce niveau. Qu'en est-il notamment de l'évolution du non-recours ou encore la fracture numérique, qui est une évolution assez récente? Est-ce qu'elle a un impact sur les inégalités? Donc, voilà. On avait une question un peu plus à François, un mélange en fait de questions et de commentaires par rapport à ce qui a été dit. Un premier ensemble qui était, alors, est-ce qu'il y a un changement dans les formes d'injustice sociale ou est-ce que le changement est juste au niveau du ressenti quand vous parlez du mépris ou du sentiment d'échec? Parce qu'au final, vous expliquez aussi que la société reproduit des formes d'inégalité. Et donc, du coup, la question qui était posée, c'était est-ce que ces inégalités qui sont devenues un peu individualisées peuvent aujourd'hui s'appréhender en dehors des systèmes de rapport de pouvoir? Et le deuxième ensemble de remarques était plus sur la fin de votre intervention. Donc, elles sont arrivées un peu à la fin, donc j'espère que je peux les reprendre un peu telles qu'elles avaient été posées. Une remarque qui avait dit… On ne t'entend plus, Jérémy, ça a coupé ton son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Ça résonne de mon côté. Je ne sais pas s'il y a un son, enfin, que les autres coupent leur son, si c'était possible. C'est bon, ça ne résonne plus. Et donc, du coup, il y avait une remarque qui disait notamment « Il me semble qu'il ne faut pas opposer l'exploitation et la discrimination, ou encore la reconnaissance des identités et la justice. » Et du coup, une personne qui disait « Au contraire, la lutte contre les inégalités doit s'articuler entre collectifs et individus. Les deux dimensions vont plus de pair qu'elles ne s'opposent. » Et une autre personne disait d'ailleurs, dans la même veine, entre approche individualiste et approche qui serait une approche communautaire de la lutte contre les inégalités, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie possible? Donc du coup, voilà, ceux qui disent la justice sociale, c'est de réduire les inégalités, ou la justice sociale, c'est de lutter contre les discriminations, est-ce qu'il n'y aurait pas soit plus de rapprochement à faire entre les deux, ou une troisième voie qui serait possible entre ces deux éléments-là? J'ajouterais peut-être deux autres questions, et Isabelle, tu pourras avoir ce que tu choisis aussi de reprendre. C'était peut-être, vous l'avez abordé un tout petit peu, Anne, en fin de présentation, mais est-ce que vous commencez à avoir des chiffres sur les évolutions liées à la crise du Covid? Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce niveau-là? Et par rapport à l'intervention de François Dubé, vous l'avez abordé à un moment donné, mais c'est quelque chose qu'on lit beaucoup aujourd'hui sur les travaux sur la question de la justice sociale, c'est le concept de reconnaissance. C'est une des choses que vous abordez dans vos ouvrages. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette notion-là? Donc voilà un peu toutes les questions qui ont été posées, avec deux petites questions en plus que je me permets de rajouter au final. J'espère d'avoir suivi à peu près les questions qui ont été posées. Vous pouvez d'ailleurs continuer à poser des questions. On aura un dernier temps, si on a le temps, parce qu'il est déjà tard, peut-être de conclusion. Isabelle. Merci Jérémy. En effet, je vais me tourner vers vous, Anne, en premier. Peut-être les questions sur la classe moyenne, les riches, c'est quoi la fracture numérique, l'impact de la crise sanitaire. Peut-être qu'on peut, en 7-8 minutes chacun, on va faire deux regroupements de questions. Ça nous laissera un tout petit temps pour conclure avant 19h. D'accord. Alors, sur cette question des classes sociales, il y a une définition sociologique qui a été abordée par François Dubé. Et puis nous, à l'Observatoire des inégalités, comme on est très dans la mesure monétaire en particulier, c'est la plus simple à faire. On essaye aussi de dire qui gagne, qui est moyen, qui est riche, qui est pauvre, en regardant la distribution des revenus dans la population française. Alors là, c'est discutable, hein. On propose des définitions et on propose de considérer que trois catégories, trois types de revenus, trois classes sociales en quelque sorte, des catégories aisées, des moyens et des catégories populaires. Les catégories aisées, on va les considérer à partir du moment où ils appartiennent aux 30% les plus riches.
les catégories populaires, eh bien, 20% les plus riches, pardon. Les catégories populaires, c'est les 30% les plus pauvres. Et puis du coup, les moyens, ils se retrouvent, ils constituent à peu près la moitié, ils constituent la moitié de la population selon notre définition. Ils se situent au-dessus des 30% les plus pauvres et en dessous des 20% les plus riches. En plus de ces trois catégories, on fixe deux seuils. Un seuil de pauvreté qui, à l'intérieur des catégories populaires, dit on est pauvre si on gagne moins 2, et un seuil de richesse qui dit on est riche à l'intérieur des catégories aisées si on gagne plus 2. Et ces seuils, on les fixe pour l'un à la moitié du niveau de vie médian et pour l'autre au double. C'est une convention, mais ça a le mérite d'être simple à comprendre. Alors, je ne vais pas vous donner tous les chiffres selon que vous êtes en couple, une personne seule, etc., mais je vous donne quelques petits points de repère. Du coup, si vous gagnez plus de 3 200 euros pour une personne seule, eh bien, vous faites partie des personnes riches. Et si vous gagnez plus de 2 300 euros, vous faites partie des personnes aisées. Et puis, pour les catégories populaires, si vous gagnez moins de 1273 euros, vous faites partie des catégories populaires. Et si vous gagnez moins de 800 euros, vous êtes sous le seuil de pauvreté pour les personnes seules. Alors, c'est des données qu'on a établies par type de ménage. Donc, je vous renvoie à un article qui est en ce moment sur la page d'accueil de notre site qui donne le détail selon la composition de votre famille, parce que bien sûr, les chiffres ne sont pas les mêmes si vous êtes un couple ou avec des enfants. Je vais peut-être passer très vite sur la question de l'indice de Gini. J'ai noté que cette définition m'était aussi demandée. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un indicateur global qui mesure l'ensemble des inégalités à l'intérieur d'une société et qui varie entre 0 et 1. Il est très sensible, donc il faut regarder plusieurs chiffres derrière la virgule pour voir les évolutions. En fait, on n'est jamais à 0, qui serait une société totalement égalitaire, et on n'est jamais à 1 non plus, qui serait une société dans laquelle il y a une seule personne qui posséderait tout, ou qui gagnerait tout, et les autres 0. Mais c'est un indicateur intéressant à suivre dans le temps, parce qu'il permet de voir comment évoluent les inégalités au sein d'une population. Voilà, et puis je crois, Isabelle, que j'ai zappé l'autre question que vous vouliez me poser d'emblée. Il y avait les inégalités, la fracture numérique. Ah oui, merci. Et puis les chiffres sur la crise sanitaire. Est-ce qu'on en voit des impacts? Est-ce qu'on peut commencer à chiffrer des choses en matière d'inégalité? Alors, on a des données, je ne les connais pas par cœur, sur la fracture numérique. Peut-être pour en dire un petit mot, le critère le plus important d'inégalité par rapport au fait d'être équipé, déjà, ça commence par là, d'un ordinateur, d'un accès à Internet, et de savoir utiliser ces outils-là, c'est le critère de l'âge. Mais avec le temps, ce qu'on voit, c'est que ce critère de l'âge se réduit et que même chez les personnes les plus âgées, eh bien, elles ont finalement appris à utiliser ces outils-là. Donc, s'y ajoute un deuxième critère qui est plus un critère social et de niveau de diplôme. Mais au-delà de cette question-là, en fait, finalement, il y a des choses qu'on mesure pas très bien et qui reviennent là un petit peu plus d'actualité, c'est que c'est pas la même chose de dire est-ce que j'ai accès à Internet parce que j'ai un ordinateur pour toute la famille, ou est-ce que j'ai un smartphone avec un forfait, ou avec voilà. Donc il y a des choses qu'il faudrait définir un peu plus maintenant que l'ensemble, et très rapidement, l'ensemble de la population française s'est équipée, et en particulier les jeunes et puis un petit peu moins les vieux. Maintenant, il faudrait être un peu plus nuancé et dire parmi les personnes très âgées, il y en a peut-être finalement qui ne ressentent pas le besoin absolument d'être sur les réseaux sociaux en permanence, et parmi les personnes très jeunes qu'on va repérés comme équipés et connectés, finalement, dans les usages et dans leur capacité à utiliser ces outils, il faudrait là aussi être plus nuancé. Regarder une vidéo sur YouTube, c'est pas la même chose que de savoir utiliser les outils numériques pour faire un CV
ou des démarches administratives, choses qui deviennent de plus en plus indispensables aujourd'hui. Et des professeurs, par exemple, des enseignants qui ont témoigné à travers des articles sociologiques sur le site de l'Observatoire des inégalités, expliquent que parmi les élèves, eh bien, ils repèrent des très jeunes qui ne sont pas du tout nés, comme on pourrait le croire, avec des compétences innées en informatique, mais qui rencontrent des difficultés avec les outils numériques parce qu'on ne leur a pas appris. Ouais. Et puis l'impact de la crise. Je vous disais d'emblée tout à l'heure qu'on n'avait pas encore de chiffres. Je vais peut-être nommer quelques éléments qui nous semblent importants et qui vont jouer sur l'évolution des inégalités. D'abord dire que peut-être cette crise, elle est d'abord sanitaire. Donc, de ce point de vue, c'est d'abord les personnes âgées qui sont touchées. Hein, les chiffres de mortalité sont très clairs. Et puis que sur les effets économiques, là, il y a plusieurs effets assez paradoxaux qu'on a du mal à démêler encore. Dans un premier temps, ceux qui... Alors peut-être d'abord, je pourrais dire que les mesures budgétaires prises par le gouvernement, elles ont permis, malgré la chute du PIB constatée l'année dernière, globalement, de préserver de façon tout à fait globale l'ensemble des revenus des ménages. Il y aura certainement on va mesurer une baisse des revenus des ménages, mais sans commune mesure avec la baisse d'activité. Donc ça, c'est un élément pour l'ensemble, une grande majorité de la population. Finalement, les effets jusqu'ici, hein, ils ne sont pas si sensibles que ça. Par contre, il y a des catégories qui ont été moins bien prises en compte ou protégées par les mesures. Et là, c'est important d'avoir en tête les travailleurs les plus précaires, c'est eux qui ont été mis au chômage et qui n'ont pas bénéficié de l'activité partielle parce que soit ils étaient en attente d'une mission ou d'un CDD au moment du confinement, soit on n'a pas renouvelé leur contrat. Et un grand nombre d'entre eux sont des jeunes qui n'ont pas assez cotisé au chômage pour recevoir une indemnité, qui n'ont pas été couverts par l'activité partielle, qui pour les moins de 25 ans n'ont pas le RSA. Voilà. Et là, on a une grande inquiétude pour une partie des jeunes actifs, précaires, peu diplômés, peu qualifiés, qui ont perdu leur emploi, auxquels s'ajoute toute la nouvelle génération de jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail et qui va rencontrer des difficultés plus importantes pour trouver du travail. Je vais peut-être m'arrêter là, avoir un mot pour les travailleurs indépendants. Hein. Ce n'est pas tous des grands patrons, il y en a aussi qui sont fragilisés par la crise, c'est clair, même si on ne mesure pas bien aujourd'hui. Et puis, relever aussi un effet paradoxal, c'est que chez les personnes les plus aisées, eh bien, elles ont été empêchées de consommer par le blocage de l'activité économique et que pour partie, on a vu se développer une épargne. Alors évidemment, c'est pas quand on gagne très peu qu'on est capable d'économiser, mais quand on peut pas, on a l'habitude d'aller au restaurant ou de partir en vacances ou voire même de prendre l'avion, etc., c'est des dépenses qu'on n'a pas pu faire. Et donc, il y a une partie aisée de la population qui a fait des économies et qui, pour le moment, n'est pas sollicitée pour contribuer à l'effort, alors qu'il nous semble qu'à un moment donné, il faudra reparler d'efforts fiscaux pour rembourser les dépenses qui ont été faites à la fois pour le système de santé et puis des dépenses aussi importantes, évidemment, pour préserver les revenus de l'ensemble de la population. Merci Anne. François, pour les questions, peut-être que je résumerai. Il y a une question principale qui revient sur l'articulation entre l'individuel et collectif, là, entre les approches individualistes et communautaires aussi. On l'a dit, est-ce que c'est forcément opposer la lutte contre les discriminations et la lutte contre les inégalités, et puis la deuxième question, qu'est-ce qu'il y a derrière la thématique de la reconnaissance? On peut encore prendre 7-8 minutes pareil et puis on conclura. Faut mettre votre micro. Avant de répondre, je voudrais faire une remarque sur le panel. Les réponses au panel, elles sont très intéressantes de mon point de vue.
Sur la première question, quand on dit qu'est-ce qui est prioritaire en termes d'inégalité, c'est l'éducation et c'est la lutte contre les discriminations, c'est l'égalité des chances qui arrive loin devant et l'augmentation des revenus arrive derrière et la redistribution des patrimoines arrive encore derrière. Or, je parle sous l'autorité d'Anne Brunner, la distribution des patrimoines est un facteur d'inégalité, mais considérablement plus décisif que les salaires. C'est-à-dire que si vous entrez dans la vie avec une maison ou vous entrez dans la vie sans maison, avec le même salaire, vous n'avez pas la même vie du tout. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien comment la vision des inégalités centrée sur l'égalité des chances, les discriminations, l'éducation, s'est complètement imposée par rapport à la vieille vision qui aurait été le travail, le salaire, le patrimoine de la vieille France industrielle. Bon, pardonnez-moi de dire ça, mais j'aime bien quand mes hypothèses sont un peu confirmées quand même par un petit bout de données. Alors, évidemment, dans le ciel des idées, on est pour l'égalité des revenus et pour lutter contre les discriminations. Alors, pour faire pédant, je pourrais même dire que le grand philosophe de la justice du XXe siècle, qui s'appelait John Rawls, a même fabriqué une théorie qui synthétise ces deux choses. Bien sûr, il faut les deux. Dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les capacités de lutte contre les inégalités sociales de salaire, de revenus, incarnées traditionnellement par les syndicats et les partis de gauche, dans tous les pays industriels, sont en train de faiblir. Voilà, elles faiblissent, tout simplement, et que montent de plus en plus des luttes et des revendications menées au nom de l'identité culturelle, de l'exclusion sociale, du genre, etc., etc. On voit bien qu'il y a un phénomène de basculement. Alors, dans un monde idéal, il faut les deux, sauf que les sociétés ne font pas exactement toujours la même chose. Voilà. Et on voit bien quand même qu'il y a une autre conception de la justice qui s'est installée. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Quand vous prenez les inégalités scolaires en France, je vais prendre un exemple. Quand les enquêtes PISA, vous savez que sont les enquêtes internationales, sortent et disent il n'y a pas d'enfants d'immigrés et il n'y a pas d'enfants d'ouvriers à Sciences Po et à l'ENA. Tout le monde pète un câble et dit c'est un scandale, c'est une honte, il faudrait qu'il y en ait. Bon, c'est-à-dire en faire rentrer 12. Ce n'est pas difficile, je le signale, d'aller chercher d'ailleurs, j'exagère 12, mais d'aller chercher en France 1000 élèves très brillants, très travailleurs dans des collèges difficiles pour les faire entrer dans une grande école. Mais quand une enquête vous dit le niveau de maths s'est effondré en France, il s'est totalement effondré. Quand elle vous dit que les élèves les plus faibles ne savent pas faire une règle de 3 à 15 ans, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas accéder à des emplois qualifiés, eh bien vous remarquez que ça ne crée pas de scandale, que tout le monde s'en fiche, parce que l'inégalité de performance des élèves scandalise beaucoup moins que l'égalité de chance de ceux qui le méritent d'accéder au sommet. Voilà, c'est comme ça. Et ce raisonnement, il est tenu par Macron et par les syndicats d'enseignants. C'est le même. C'est comme ça qu'on raisonne. Voilà, je suis obligé de le dire. Et ça me paraît catastrophique. Pourquoi? Parce que, évidemment, je suis favorable à ce qu'on ait des dispositifs pour aider les enfants défavorisés qui sont bosseurs, travailleurs, intelligents pour réussir. Mais la question de justice, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait des autres? Et si on ne fait rien pour les autres, d'abord, ils seront malheureux et ensuite, ils se vengeront. Il ne faut pas imaginer qu'ils seront muets pour autant. Donc, l'intérêt, la justice et l'intérêt bien compris, c'est de réduire les inégalités de position sociale en priorité. Pourquoi? Parce que plus une société est socialement égalitaire, plus il y a d'égalité des chances. Plus il y a d'égalité des chances. C'est mécanique. Plus les gens ont des positions sociales proches, plus ils ont une égalité des chances de grimper.
plus ils ont des inégalités sociales fortes, plus les marches sont tellement grandes que personne ne les franchit. Ce qui fait d'ailleurs que, paradoxalement, il y a plus de mobilité sociale en Norvège ou en France, pays, entre guillemets, relativement égalitaires, qu'il n'y en a aux États-Unis, pays très inégalitaires, mais les Américains croient qu'il y en a. Mais il y en a beaucoup moins. Donc, c'est un vrai problème. Et je crois que ce basculement du raisonnement fait que vous aurez demain des élites issues de l'immigration, vous aurez demain de plus en plus d'élites femmes, mais je ne suis pas sûr que la situation moyenne des femmes s'améliorera et que la situation moyenne des immigrés s'améliorera. Je suis même prêt à penser le contraire, parce qu'on pourra toujours vous dire, vous aviez la chance de réussir, vous ne l'avez pas saisi, on ne vous doit plus rien. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer quand vous prenez les sondages d'opinion en France et que vous posez la question de quelle est la cause du chômage. Il y a 30 ans, les gens vous disaient la cause du chômage, c'est l'économie. Aujourd'hui, la moitié des gens vous disent la cause du chômage, c'est les chômeurs qui n'avaient qu'à faire ce qu'il faut pour travailler. Donc, vous voyez, c'est pas ça. Alors, deuxième question, c'est, pardonnez-moi, je suis prof, donc j'ai de l'habitude de parler, est-ce que les gens m'écoutent, ce qui n'est pas normal, mais c'est la question de la reconnaissance. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Vous avez une question classique qui est la tolérance. Est-ce qu'on tolère les différences culturelles? La tolérance, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, on fait du tourisme pour être tolérant parce que c'est exotique la différence des autres. La reconnaissance, ça consiste à dire tu es différent de moi, mais j'accepte que tu as la même dignité que moi. Donc, la reconnaissance, ça suppose de me transformer moi-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je pourrais prendre l'exemple. Si je reconnais que l'homosexualité est une sexualité normale, ça veut dire que l'hétérosexualité n'est plus la norme sexuelle. Alors, personnellement, je m'en fiche. Il y a des gens que ça gêne. Si je reconnais que l'islam est une religion en France, je reconnais que la France n'est plus un pays de tradition catholique. Personnellement, je m'en fiche. Il y a des gens que ça gêne. Je ne les défends pas, mais il va falloir l'assumer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et vous voyez bien d'ailleurs que l'élection présidentielle qui se prépare ne va pas se jouer sur inégalité plus ou moins grande. Je crains qu'elle se joue sur identité contre identité. Je voudrais bien me faire comprendre. Donc, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il va bien falloir. Alors, comment on peut sortir de là? Je m'arrête. La seule manière qu'on a de reconnaître l'altérité, c'est pas de faire un effort pour dire votre différence est chouette. C'est pas ça le problème. La seule manière de reconnaître l'altérité, c'est de savoir ce qu'on a de commun. C'est-à-dire que si vous admettez qu'il y a suffisamment de choses communes entre vous et l'autre, la différence de l'autre ne vous pose pas de problème. Mais si vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose de commun, eh bien, vous avez ce qu'on appelle les populismes, les partis d'extrême droite, les trumpismes et autres gens qui transforment la question des inégalités en question d'identité. Et je crois que c'est quand même la menace que nous avons aujourd'hui. Et cette transformation, elle peut venir à la fois des majoritaires qui se sentent menacés et des minoritaires qui font passer l'identité avant l'égalité. Donc, on est devant un vrai problème de justice sociale. Ma conviction personnelle, c'est que l'égalité des positions devrait avoir la priorité. Parce que c'est une manière plus commode de régler l'autre problème. Mais si vous donnez la priorité à l'autre problème, je pense que je vous souhaite bien du bonheur. Voilà. Merci. Mais prenez ça pour le discours d'un type qui a connu la société industrielle, le Parti communiste, toutes ces choses qui maintenant appartiennent au musée de l'histoire.
Mais quand même, je suis un peu sensible à cette transformation qui est très spectaculaire. Je donne un exemple. Quand je... On va devoir conclure, François Dubé, parce qu'on a... Je vous donne juste cet exemple, Oui, merci. Je vous donne juste cet exemple. Quand je disais il y a 30 ans aux étudiants, quelles sont les grandes inégalités sociales, ils me disaient les riches, les pauvres, les patrons, les ouvriers. Quand je donnais il y a quelques années la même question aux étudiants en première année, ils me disaient les hommes, les femmes, les immigrés, les blancs, les noirs, etc. Il n'y avait plus de classe sociale. On voyait le monde uniquement à partir de soi. Voilà. Très bien, merci. Merci François Dubé, merci Anne Brunner d'avoir été avec nous ce soir. On a un tout petit peu dépassé l'horaire, mais on va conclure avec toi, Jérémy. Oui, du coup, juste un petit point technique. On a récupéré tous les commentaires, que ce soit en discussion, questions-réponses. Donc voilà, merci pour vos remarques qui ont été amenées jusqu'à la dernière seconde. Donc voilà, donc merci aux deux juste petite pause. Merci aux deux intervenants. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à l'équipe, je rappelle, qui nous a suivis, Leslie, Sarah, Anouk et Benjamin, qui étaient présents apparemment aussi. Et à très bientôt pour les prochains événements du cycle. Et donc, je vais essayer de conclure en vous mettant la petite vidéo de fin, si jamais elle est chargée. Hop, normalement, c'est bon. Bonne soirée à tous, à toutes. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine. Hop, je crois que je me suis trompé. Je recommence.